Bonjour, Ginette Chamar, professeure de français à l'université Thammasat en Thaïlande. Dans cette présentation, nous allons parler du genre grammatical et du passage d'une théorie le concernant à son application didactique. Comme le français n'est pas une langue exotique, j'irai directement au fait. Je ne vais pas rappeler ce qu'est le genre grammatical, notamment en français, ni démontrer son importance dans le paysage linguistique de cette langue, ni combien il cause de soucis tant aux apprenants qu'aux enseignants. La motivation du genre, du trait de genre est un phénomène extrêmement vaste puisqu'il concerne la classe des noms qui se compte par dizaines de milliers, extrêmement complexe puisque au carrefour de toutes les disciplines linguistiques, étymologie, lexicologie, phonologie, morphologie, sémantique, etc. Ainsi, toute analyse des mécanismes de motivation du genre ne peut donc être modestement qu'une interprétation. Cette présentation se fera en trois parties. D'abord, la description du modèle théorique de départ, ensuite sa transformation, transposition en modèle simplifié puis didactisé, et enfin sa concrétisation en manuel, en quart de cours et ouvrage de référence. Dans la première partie, le modèle théorique va être énoncé, les critères de motivation du genre et les marques de genre explicitées. Le modèle théorique est basé sur deux hypothèses linguistiques d'abord. La distribution du genre en français repose sur un réseau de critères cumulables et hiérarchisés, unifiés en surface par des régularités graphophonologiques servant de stimuli au réflexe d'assignation du genre chez le locuteur. Hypothèse didactique ensuite, la conscientisation des interactions entre ces deux niveaux, critères et marques, peut permettre de développer des stratégies didactiques visant à améliorer l'inférence du genre chez les apprenants. Les cinq critères retenus dans le modèle théorique sont étymologiques, que le nom soit hérité du latin ou emprunté plus tardivement à d'autres langues connaissant le genre, morphologique, que le suffixe soit dérivationnel ou flexionnel, neutralisant, que le nom vienne d'une langue non genrée comme l'anglais ou d'une autre classe grammaticale comme les verbes ou les adverbes par exemple, sémantique, que le lien soit générique, c'est-à-dire par association avec un signifié, comme par exemple les arbres sont masculins, les sciences féminins, ou analogique par association avec un autre nom, par exemple Jeep est féminin comme voiture euh, auquel il est associé. Et biologique finalement pour les animés basés sur le sexe du référent. En voici une illustration à l'aide d'un tableau où l'on voit que, par exemple, le genre de feu est un héritage latin, ballon tient son genre d'un suffixe masculin, emploi est dérivé du verbe employer, revenu est un participe passé, tsunami et devoir partagent un genre neutralisé, l'un venant d'une langue non genrée, le japonais, l'autre d'une classe grammaticale non genré. Collet est masculin par analogie avec le genre de chien. Poirier appartient au signifié masculin des arbres et un époux est un homme. Les critères peuvent se cumuler. Ainsi, le genre de ballon est motivé par son étymon italien et son suffixe français. Poirier doit son genre masculin à son signifié arbre et à son suffixe masculin. Au féminin, il ne reste que quatre critères, puisque la neutralisation ne concerne que le masculin. Bouche et sieste ont un genre étymologique, danse, tablette et surprise un genre morphologique, canine et philosophie un genre sémantique et morphologique,
et mère un genre étymologique et biologique. Nous tenons à distinguer critères de genre, que nous qualifions de structurels dans les mécanismes de distribution, et les aléas linguistiques, qui sont plutôt des accidents, comme des méprises dues à la voyelle initiale, des méprises forme-genre au niveau des finales, des confusions graphophonologiques, des dédoublements à partir d'un même étymon, des évolutions du genre de certains signifiés, des particularités morphologiques comme des pseudo-suffixes dont les dérivés gardent en fait le genre du radical. Distinction à faire entre critères de genre et aléas de la langue. Les marques de genre. Leur rôle d'abord, premièrement, elles uniformisent les noms en surface, elles lissent la classe nominale pour la rendre globalement plus cohérente au niveau de la forme. Deuxièmement, elles servent d'indices de genre sonores et visuels et ainsi jouent le rôle de stimuli sensoriels en réaction auxquels le locuteur assigne un genre instantanément comme par réflexe. Leur forme, en français, les marques de genre sont minimalistes, en français standard bien sûr. Euh, une absence de marque pour le masculin, graphème 0, noté ensemble vide. Une lettre devenue muette pour le féminin, le graphème E. Ainsi, de manière indirecte ou mécanique, les masculins se retrouvent majoritairement avec des finales ouvertes, vocaliques, alors que les féminins se retrouvent majoritairement avec des finales fermées, consonantiques. À titre de comparaison, on voit au passage les équivalents beaucoup moins minimalistes des autres langues latines. Leur omniprésence. On constate en effet leur présence sur tout type de critères de motivation, à l'exception du critère neutralisant, puisque les finales ici sont fortuites. Ceci tend à montrer que le marquage qui déclenche le réflexe de genre est nécessaire même pour le genre biologique, par exemple. Malheureusement, ces marques ont des limitations. La marque du féminin, en effet, se confond avec le E orthographique qui intervient sur la prononciation des consonnes finales. D'où le paradoxe des marques de genre françaises. On peut affirmer qu'un nom féminin prend un E final, hors dérivation, hein, bien sûr, mais l'inverse ne se vérifie pas. On ne peut pas affirmer qu'un nom se terminant par un E final soit du féminin. On le voit avec les nombreux noms masculins marqués, dont la forme graphophonologique ne livre plus d'informations sur le genre. C'est ici que les critères de genre deviennent intéressants pour inférer le genre, pour nous aider à inférer le genre de ces masculins. Ainsi, on voit que garage est masculin de par son suffixe, sourire de par son origine infinitive, caniche de par le genre de chien, orme de par son signifié arbre et pirate de par son référent. De même pour les féminins démarqués, principalement des dérivés des trois suffixes très productifs ion, ité et heure. Pour les autres, ce sont des noms venus du fond ancien comme la main, la faim, la paix, la foi, la noix, la voix. Le nombre des féminins, donc par exception de forme, sont bien moins nombreuses que celles du masculin. Modèle simplifié et didactisé par regroupement des critères d'abord, par vulgarisation de la terminologie, encodage et scénarisation. Le regroupement des 5 critères en 3 catégories, en 3 supercritères. Les critères étymologiques et neutralisants ont été regroupés. Le critère morphologique, qui concerne la plus grande partie du lexique nominal, est resté seul. Et enfin, le critère sémantique a rejoint le critère biologique. Ces 3 supercritères ont été rebaptisés les 3 S, c'est-à-dire source, suffixe et sens.
avec les genres qui en découlent, sources genrées, sources non genrées et autres classes grammaticales, suffixes longs, suffixes courts et flexionnels. Pour le sens, donc il y a le sens genre d'un autre nom, genre d'un concept et le sexe biologique. Vulgarisation du phrasé par l'utilisation de trois verbes, venir de, porter, désigner ou référer à. L'énonciation doit pouvoir se faire d'une manière simple avec un verbe unique pour chaque critère. Le mot vient de l'italien, vient de l'anglais, vient d'un verbe. Le mot porte un suffixe long, un suffixe court, une flexion. Le mot désigne un concept. Le mot désigne ou fait référence à un autre nom et le mot désigne un sexe particulier. Il a fallu aussi choisir certains codes classiques pour indiquer l'origine des étymons ou la nature grammaticale, l'utilisation du signe ensemble vide pour la marque du masculin, hein, donc il y a un peu une notion particulière et spéciale pour les étudiants, l'utilisation de crochets pour le sens analogique et générique, avec l'indication du genre à l'intérieur des crochets pour le genre analogique ou à l'extérieur des crochets pour le genre générique. Ce qui nous donne ce type de tableau pour les noms prototypiques masculins, avec les numéros des genres reproduits dans le tableau. Le suffixe long euh, est une rime ajoutée à la base. Le suffixe court est utilisé dans le cas principalement des verbatifs, sur donc radical verbal, et la flexion est ajoutée à un mot simple qui existe déjà, comme surprise, surprise, par exemple. Euh, Dans le cas des noms atypiques, euh, la source de tous les problèmes, en fait, notre hypothèse est qu'il serait possible d'utiliser les données critérielles pour nous aider à inférer le genre. Le nouveau tableau du féminin en trois critères prototypiques, la source du féminin ne peut qu'être genrée, hein, puisque le genre neutralisant ne s'applique pas au féminin. Pour le féminin à forme atypique, on constate que ici nous perdons deux catégories de genre pour le suffixe, puisque pour le féminin, le suffixe ne peut être que long. Il n'existe pas d'exception pour le suffixe court et une flexion ne peut pas être irrégulière. Scénarisation et ordre d'introduction des éléments. La focale est mise d'abord sur les marques de genre prototypiques avec trois écueils principaux. La confusion entre le E et le E final, qu'il faut travailler un peu. La présence de la marque du pluriel qui peut cacher la marque du féminin et le genre des noms composés qui parfois peut prêter à confusion. Puis on passe aux critères de genre et la lecture des tableaux 3S en utilisant la verbalisation vient de, porte et désigne. Troisièmement, pour aborder ensuite donc les incohérences forme-genre et le E orthographique. Quatrièmement, enfin, la mise en place de stratégies pour inférer le genre des noms atypiques. Euh, le matériel pédagogique est de référence. Le matériel pédagogique principal est constitué d'un manuel exercicié en ligne, en accès libre pour tous nos étudiants. Des encarts de cours systématiques pour chaque texte étudié, présentation du vocabulaire des textes sous forme de tableaux des genres, qui peuvent être soit indicatifs ou transformés en exercices à remplir. Euh, Peut être sous forme également de tableaux mettant en évidence la prédominance des noms réguliers,
et les critères de genre ajoutés pour tout nom atypique, qu'il soit masculin ou féminin. Cela n'empêche pas le recours à des mnémoniques pas forcément informatifs, euh, ni à l'énoncé de règles empiriques telles que le genre des noms à triple fermeture. Ensuite, le matériel de référence, qui lui est un travail de longue haleine, donc pas forcément encore terminé. Euh, un lexique nominal du genre que nous appelons généroscope, où pour chaque entrée, là où les motivations du genre sont indiquées. Autre base de référence, des visuels, des critères par finale graphophonologique, comme dans l'exemple ici de la finale marquée S. On voit en un coup d'œil la répartition par genre et par critère. Remarquez par exemple la place prépondérante des féminins pour cette finale, et à l'intérieur des féminins, la place prépondérante des dérivés suffixés. Pour, euh, euh, pour cette finale, chaque terminaison a ainsi sa propre fiche, son propre visuel, mettant en valeur ses caractéristiques propres en relation avec le genre. Malheureusement, ces visuels peuvent difficilement rendre compte du cumul des critères. Pour terminer et pour conclure, nous formulons l'espoir de voir un jour une grammaire du genre être constituée. Elle décrirait les grands principes de la répartition du genre, énoncerait des lois, des règles d'ordre linguistique, orthographique et même empirique, et proposerait des stratégies d'inférence du genre bien utiles pour nos étudiants. Merci de votre attention.